Un pays où il fait un petit peu plus chaud encore, puisque je vais vous présenter les premiers résultats du programme Stock EPS en Guyane. Donc, je vais passer très rapidement sur le contexte, juste pour vous rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas la Guyane, qu'on est donc en Amérique du Sud, sous un climat tropical humide, avec une saison sèche et une saison des pluies, mais de très faibles variations de température. La population est essentiellement répartie dans quelques localités du littoral. L'essentiel de la Guyane, 95%, étant recouvert de forêts et quasiment inaccessible puisqu'il n'y a pas de voie de communication. Même les milieux naturels de la plaine littorale sont très souvent impénétrables. Et donc ces deux caractéristiques, climat et difficulté d'accès, vont avoir des incidences sur la mise en place du programme Stock en Guyane. Comme vous le savez, l'avifaune est très riche puisqu'on a plus de 750 espèces d'oiseaux, mais des espèces sur lesquelles on a encore d'énormes lacunes de connaissances, ne serait-ce qu'en matière de phénologie des espèces, malgré les progrès considérables qui ont été faits ces 10 ou 20 dernières années. Pour faire face à ce défi, la communauté naturaliste et notamment ornithologue susceptible de participer au Stock EPS est encore peu nombreuse. Donc c'est dans ce contexte que le Stock EPS a été mis en place en Guyane en 2012. Il est coordonné et animé par le groupe d'études et de protection des oiseaux en Guyane avec l'appui technique et scientifique du Muséum d'histoire naturelle et de la LPO. Il est financé intégralement par l'État, par la DGTM, qui est l'équivalent de la DEAL en Guyane. Et les résultats sont présentés dans des bilans annuels qui sont disponibles sur Internet. Le dernier, en date, donne les résultats sur la période 2012-2024, et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Les contraintes particulières de la Guyane ont imposé quelques adaptations du protocole par rapport à la métropole, notamment des difficultés d'accès dont je parlais tout à l'heure ont empêché le tirage aléatoire des sites, puisque un point tiré au hasard a toutes les chances d'être inaccessible. Donc les sites qui sont suivis par le stock sont laissés au libre choix des participants, un choix qui est un petit peu orienté quand même pour garantir la bonne représentation des habitats. Et en Guyane, les traditionnels carrés stock sont remplacés par des parcours linéaires puisque les points sont le plus souvent répartis le long des routes ou des pistes. D'autre part, les oiseaux peuvent se reproduire toute l'année. Les deux passages annuels du stock sont donc à deux saisons différentes, un en mars en saison des pluies et le deuxième en saison sèche en novembre. Pour le reste, les fondamentaux du stock restent inchangés. On a toujours 10 points d'écoute de 5 minutes chacun et espacés d'environ 300 mètres. Les 2/3 des participants sont des bénévoles. Les autres sont des agents des réserves naturelles et du parc national, du parc amazonien de Guyane. Et à leur arrivée dans le programme, la majorité d'entre eux sont des néophytes, des débutants, on va dire, alors que justement le stock EPS est d'autant plus difficile en Guyane qu'on a énormément d'espèces. Et donc il y a une phase nécessaire d'apprentissage et de formation. Depuis le début du programme en 2012, 58 parcours stock ont été définis et opérationnels au moins une année, mais tous les parcours ne sont pas... une partie d'entre eux a été abandonnée en cours de route, de sorte que sur une année donnée, le nombre de parcours actifs oscille autour de 45, ce qui est relativement peu. D'autre part, tous les parcours désignés ne sont pas réalisés chaque année, puisque l'observateur peut avoir un empêchement. C'est la partie noire du diagramme de droite. Et même parmi les parcours qui sont effectués, certaines données ne nous parviennent jamais ou avec beaucoup de retard. C'est la partie blanche du diagramme de droite. Et ces lacunes sont d'autant plus préjudiciables pour la qualité des résultats que le nombre de parcours total est relativement faible. Sur le plan de la répartition géographique, bien
bien sûr, il y a une concentration naturelle des parcours sur la plaine littorale et notamment dans la région de Cayenne, là où résident des observateurs, c'est normal, mais grâce à l'implication des réserves naturelles et du parc amazonien de Guyane, le parc national, on a également des parcours dans le centre et jusque dans l'extrême sud de la Guyane, ce qui est assez remarquable compte tenu des difficultés. Donc on voit une répartition relativement homogène, même si bien sûr elle est très, très dispersée. Presque la moitié des parcours sont dans des espaces naturels protégés. Ce sont des points rouges sur la carte. Pour finir, au niveau de la représentativité des habitats, la moitié des parcours, la moitié des points stock se situent en forêt, en milieu forestier. Les autres habitats, et notamment les habitats plus ou moins anthropisés du littoral, se partagent l'autre moitié. Donc, malgré l'absence de tirage aléatoire des sites, cette répartition est très satisfaisante puisqu'elle répond à une double nécessité. D'une part, elle illustre bien, elle reflète bien la dominance de l'habitat forestier, tout en laissant de la place pour les autres habitats. Ce tableau étant dressé, il est temps de passer aux résultats. On a presque 500 espèces qui ont été contactées dans le cadre du stock. Cela dit, on voit sur ce diagramme que la très grande majorité d'entre elles sont très rarement contactées, ce qui est normal dans un milieu tropical. Et on a 40 espèces qui totalisent la moitié des contacts. Donc c'est une très faible proportion. On a 10 espèces dominantes qui sont illustrées ici. Je vous épargne leurs noms, mais certains d'entre vous les auront peut-être reconnus. On fera un test à la fin, si vous voulez. Les analyses des données sont effectuées par le CESCO avec le même programme d'analyse que pour le stock de métropole. Et on voit, c'est la ligne bleue du milieu, que le nombre d'espèces dont la tendance calculée et considérée comme fiable statistiquement augmente rapidement au cours des années, ce qui est très, très satisfaisant également, pour atteindre en 2024 une soixantaine d'espèces. C'était quasiment inespéré, après seulement 12 ans de mise en place. Sur ces 59 espèces, 23 sont en déclin, 23 sont en augmentation et 13 sont stables. Si je ne me trompe pas, ce sont à peu près les mêmes proportions qu'en métropole. Je vous montre juste 4 exemples de courbes de tendance spécifiques pour 2 espèces en augmentation, de pigeon rousset et de bâtard huppé, et 2 espèces en déclin, le martinet polioure et le tyran de Pelzen. Simplement en regardant ces courbes, la pente de ces courbes, et plus encore si on se penche en détail sur les valeurs des taux de croissance, on voit tout de suite qu'il y a un problème. Les taux de croissance en question, c'est pour le pigeon rousset plus 350%, pour le bâtard huppé plus 125%, pour le martinet polioure moins 90%, et pour le tyran de Pelzen moins 70%. Tout ça en une dizaine d'années seulement. Et évidemment, ces valeurs sont beaucoup trop fortes pour être crédibles. Donc, les tendances à l'augmentation ou au déclin sont vraisemblables, mais elles sont manifestement exagérées par un certain nombre de biais qu'on va voir tout à l'heure et qu'il faudra essayer de corriger. Si on regroupe les espèces par affinité écologique pour essayer d'y voir plus clair, on se rend compte que les espèces des milieux anthropisés ou semi-ouverts de littoral, c'est la courbe en bleu, ont une tendance à l'augmentation, plus 11% sur la période. Et à l'inverse, les espèces du milieu forestier de l'intérieur, donc de forêt primaire entre guillemets, sont en net déclin, moins 38%, et ces tendances sont d'autant plus nettes si on écarte le premier point, la première année où le nombre de parcours était encore très faible. Donc ça c'est un résultat un petit peu, c'est pas du tout le résultat qu'on attendait au départ. On aurait pu imaginer au contraire que les oiseaux de la forêt de l'intérieur de la Guyane, qui vivent dans un environnement globalement préservé, seraient plutôt stables.
Le deuxième enseignement de ces courbes, c'est qu'il est très important d'étudier l'évolution des populations d'oiseaux de forêt et pas seulement se focaliser sur des milieux qui sont directement soumis aux pressions anthropiques. Il existe en Amérique du Sud 3 sites dans lesquels l'avifaune forestière a été suivie sans interruption sur des longues périodes de 20 à 40 ans. Je ne vais pas du tout entrer dans le détail, mais ces 3 sites ont montré la même chose, à savoir un déclin généralisé de l'avifaune forestière, même dans des régions très éloignées de toute source de perturbation. Quel est le facteur qui peut affecter de la même manière des oiseaux forestiers au Panama, en Équateur ou en Amazonie brésilienne? On pense évidemment au changement climatique. C'est le seul facteur qui vient à l'esprit et qui semble vraisemblable. On ne sait pas encore de quelle manière le changement climatique peut agir sur les oiseaux forestiers tropicaux, mais une étude qui est sortie en début d'année a montré que de manière générale, de manière globale, les oiseaux sont, par rapport à l'ensemble des facteurs climatiques, les oiseaux sont essentiellement sensibles aux extrêmes de température, extrêmes par rapport à la température moyenne de leur région, et que les oiseaux tropicaux sont d'autant plus sensibles à ce paramètre, à ce facteur. Je vais revenir très rapidement sur les biais qui impactent nos résultats, parce que c'est important de comprendre qu'est-ce qui ne marche pas. Il y a d'abord des biais liés aux espèces et à leur comportement qui font que, globalement, leur détectabilité est beaucoup plus faible qu'en région tempérée. D'autre part, il y a des espèces très grégaires et très mobiles, comme les perroquets et les martinets tout à l'heure, dont le dénombrement est très difficile et très aléatoire. Bon, ces biais liés aux espèces, on ne peut pas y faire grand-chose, si ce n'est mettre de côté les résultats qui concernent ces espèces-là. Il y a des biais liés aux observateurs dont la progression est constante et le niveau de compétence est très hétérogène. Ces biais observateurs, par contre, peuvent être pris en compte dans les modèles d'analyse. Et puis, il y a des biais liés au nombre de parcours qui est encore trop faible et on s'efforce de recruter des nouveaux observateurs pour pallier ce biais. Pour conclure, dans un contexte où les pressions sur l'environnement en Guyane sont de plus en plus fortes, avec en plus le changement climatique qui semble avoir des effets sur l'avifaune, tout le monde en Guyane a un seul mot à la bouche, c'est indicateur. On cherche des indicateurs pour mesurer l'état de la biodiversité. Le problème, c'est qu'en Guyane, particulièrement, ces indicateurs sont très difficiles à identifier et à mettre en place. Il y en a très très peu et le stock en fait partie. C'est l'un des très rares indicateurs qui existent et qui porte ses fruits après une dizaine d'années d'exercice. Donc il est très important de poursuivre l'effort et de développer pour avoir des résultats de plus en plus fiables. Merci.